Juste un mot pour introduire cette conférence et pour commencer par définir les grands enjeux sur lesquels travaille l'école. Alors l'école travaille essentiellement sur trois grands enjeux. Le premier, c'est l'industrie. Vous savez qu'il y a un sujet aujourd'hui, c'est de réindustrialiser la France, essayer de faire en sorte que l'atelier du monde ne soit pas forcément à des milliers de kilomètres. Donc on travaille beaucoup là-dessus, le numérique, la robotique. Le deuxième grand enjeu sur lequel travaille l'école, c'est la santé, sur lequel aujourd'hui, et dans une perspective qui est devant nous, l'ingénieur a des choses à dire sur la santé. Et le troisième grand enjeu sur lequel on travaille, c'est la transition énergétique ou écologique. Et donc, quand on a réfléchi pour vous donner la chance d'entendre ce qu'on appelle un grand témoin, quelqu'un qui a un peu de bouteille, qui a une réflexion singulière et avec une certaine portée sur un sujet donné, on a souhaité cette année investir ce champ de la transition énergétique. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai le très grand plaisir d'accueillir ici Geneviève Ferronne. Alors Geneviève Ferronne, elle n'est pas ingénieure, elle est juriste de formation. Elle a travaillé avec énormément de gens, elle a travaillé aux Nations Unies sur des sujets d'environnement et d'énergie, elle a travaillé aux États-Unis, la finance responsable. Elle a créé et présidé une agence française de notation sociale et environnementale. Je pense que vous en direz peut-être un petit peu un mot qui la reste. Et puis, elle a eu des fonctions importantes dans des grands groupes industriels, Eiffage, Veolia, sur ces questions de responsabilité sociétale et de transition énergétique et d'environnement. Et par ailleurs, elle est aussi vice-présidente de la Fondation Nicolas Hulot, et vice-présidente d'un think tank que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Shift Project, avec un gars qu'on voit souvent à la télé, qui dit des choses qui ne sont pas idiotes, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Voilà, donc j'ai le très très grand plaisir de passer la parole à Geneviève Ferronne, qui va donc nous parler à la fois de son expérience et puis des enjeux qui sont derrière. Et ce que je vous demande, c'est ensuite d'avoir la très grande simplicité de réagir avec elle, de ne pas hésiter à poser des questions. Alors je vais lui passer tout de suite le micro pour que je vous ai dit sous quelle forme. Mais merci Geneviève d'avoir accepté d'être présente. Et puis on vous écoute. Merci Arnaud pour l'introduction. Merci Centrale Paris pour l'invitation. Donc effectivement, je dis ça parce que c'est un lapsus révélateur puisque j'ai eu l'occasion d'intervenir à Centrale Paris il y a déjà 2 ans là-dessus. Donc merci à Centrale Nantes, c'est bon, là je me recale, pour l'invitation. Et comme Arnaud vous l'a déjà dit, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas franchement scientifique. Et donc merci encore plus de m'accepter dans un temple du savoir scientifique. Donc on n'est pas, comme disait à l'Académie de Platon, que nul ne rentre ici s'il n'est géomètre. Donc moi je ne suis absolument pas géomètre. Donc géomètre au sens maîtrise des formes géométriques. Mais je vais essayer à travers peut-être mon témoignage et l'heure ou les 2 heures qu'on va passer ensemble, de partager mon parcours et des interrogations que j'ai encore, puisque j'ai encore beaucoup plus d'interrogations à mon âge que de réponses. Et je dirais que plus je vieillis, plus je doute, ce qui est peut-être un signe de bonne santé. Alors, pour commencer, puisque vous avez déjà un petit peu dévoilé mon curriculum vitae, moi j'avais, quand j'étais jeune, d'abord j'ai grandi en Afrique. J'ai grandi en Afrique, et en Afrique du Nord en particulier. Et j'ai grandi dans un environnement qui était vraiment multiculturel à tout point de vue. Et je pense que j'ai adoré ça. J'ai adoré la diversité sous toutes ses formes. Et je pense qu'il n'y a rien de plus stimulant que de la diversité dans ce monde, qu'elle soit une diversité culturelle, biologique, écologique, religieuse, ethnique, etc. Et ça m'a poussé très vite à rechercher, peut-être dans mon orientation professionnelle, même si tout ça était quand même inconscient, à rechercher peut-être un secteur sur lequel je pouvais me reconnecter à cette diversité, à cette pluralité. Et j'étais aussi très sensibilisée sur les questions de développement.
Et donc vite, j'ai voulu faire du droit international et travailler aux Nations Unies. C'était une fixette. Alors je vais faire très très court parce que c'est pas très intéressant. Comme j'étais jeune et comme on vivait loin de la France, la fac de droit c'était un endroit très dangereux. Donc j'ai eu mon bac, j'ai fait une prépa, j'ai intégré une école de commerce et en même temps j'ai commencé à faire des études de droit et je suis allée jusqu'au effectivement doctorat de droit international et j'ai fini par travailler aux Nations Unies. Et aux Nations Unies, j'ai eu le grand bonheur d'arriver à un moment très particulier qui était le moment où la pensée durable était en train d'éclore et d'émerger, en tous les cas de se structurer. Et donc ça vous renseigne sur mon âge. Donc j'ai commencé à travailler on va dire dans les années, fin des années 80 et j'ai eu ce grand privilège d'avoir participé à des travaux structurants, notamment le sommet de la Terre de Rio en 92. Et si je vous parle du sommet de la Terre de Rio en 92, c'est probablement parce que là, il y a eu un momentum particulier et probablement unique. Je me dis encore unique. C'était le 3e sommet de la Terre, mais à ce sommet de la Terre à Rio en 92, ont été jetés sur les fonds baptismaux les bases de 3 grandes conventions internationales, dont une qui a poursuivi sa route, on va dire, plutôt bien au point d'impacter vos vies au quotidien, qui est la Convention sur les changements climatiques. Et toutes les COP, quand vous entendez la COP 21, la COP 22, la COP 23, la COP 24. Un COP, c'est Commission of Parties, qui sont ces rendez-vous annuels qui découlent de cette convention sur les changements climatiques qui a été portée par les Nations Unies en 92. Et à ce moment-là, il y avait une effervescence extraordinaire qui était liée à différents facteurs. La prise en compte déjà de certaines limites de la planète, avec une pensée scientifique qui se structurait. Et ça a été aussi le point de départ du GIEC, ce fameux GIEC dont vous avez peut-être lu les rapports. C'était aussi la prise en compte des dommages de la mondialisation, de ce début de mondialisation, et en tous les cas de l'industrialisation sur l'environnement au sens large. Et c'était aussi l'interpellation, pour la première fois, des entreprises sur leurs responsabilités sociales et environnementales. Et vous voyez que je vous parle de ça, c'était il y a 27 ans. Donc 27 ans plus tard, je me tiens devant vous. Je vais essayer de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 27 ans. Vous allez voir qu'il y a eu des grandes avancées, il y a eu des choses dont nous pouvons nous réjouir. Et il y a eu aussi des longues périodes de faux plats où on a espéré que quelque chose arrive. Et il y a eu des moments de doute et il y a des moments, et nous pourrons en parler d'ailleurs si vous avez des questions là-dessus, il y a des moments où on peut franchement désespérer et se dire est-ce qu'on va finir par y arriver ou pas, même si la toile de fond reste néanmoins peut-être pas optimiste, je n'utiliserai pas ce mot, mais à tout le moins stimulante, notamment pour vous, jeunes ingénieurs qui arrivez à Centrale Nantes, dans une école d'ingénieurs qui a la réputation de, comment on dit, shake the future. Donc on va voir si on peut effectivement secouer le futur et de voir ce qui va en sortir. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que moi j'ai eu la chance de tomber, une grande chance de tomber dans ces sujets tout de suite après mes études. Ça a été mon premier job, les Nations Unies. J'y ai passé 5 ans. J'y ai passé 5 années merveilleuses dans le domaine de l'énergie, de l'environnement et des droits de l'homme. Mais il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. C'est que j'ai réussi à faire partie d'un petit team qui a abouti à la ratification d'un traité international. C'était après Tchernobyl. C'était la Convention de Vienne sur les dommages nucléaires causés par des opérateurs. Et après, j'ai travaillé à l'OCDE dans
l'équipe Paris. Je fais très court parce que les aspects juridiques, ce n'est pas votre truc. Mais en gros, il y avait 2 conventions qui géraient la responsabilité des opérateurs d'installations nucléaires. Il y avait la Convention de Vienne, Nations Unies, et la Convention de Paris, OCDE. Et c'est comme le tunnel sous la Manche. Il fallait creuser des 2 côtés pour établir un protocole. Parce que ce qui s'était passé, c'était un pays convention de Vienne, donc en l'occurrence l'Ukraine, mais c'était à l'époque l'URSS, pour vous donner, vous ne connaissez même pas ce mot-là, qui avait occasionné des dommages aussi dans le pays des conventions de Paris. Et donc j'étais du côté de l'équipe qui avait réussi ce Joint Protocol. J'étais jeune et je vois le directeur juridique de l'OCDE rentrer dans mon bureau et il me dit « Geneviève, regardez, c'est extraordinaire » et il me montre le texte original du Joint Protocol signé, paraphé, avec la signature de François Mitterrand, un vieux président français. Et là, il me dit une phrase qui a probablement changé ma vie. Il me dit « C'est extraordinaire, dans ma vie de juriste international, c'est le 2e traité que je vois ratifié. » Et là, j'ai eu un petit... Je me suis dit, alors, il a plus de 50 balais. De mon point de vue, c'était très très vieux. Je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Et je me dis, il a plus de 50 balais. Il me dit que c'est la 2e fois qu'il voit un texte ratifié. Ça ne va pas le faire. C'est pas possible. J'ai besoin de choses beaucoup plus concrètes. Même si c'était très stimulant, il faut que je tente l'évasion. Et c'est comme ça que je suis partie aux États-Unis. Donc pas confondre avec Nations Unies. Et je suis partie aux États-Unis et j'ai travaillé, on va faire très court, dans la finance responsable. Alors vous allez me dire, la finance responsable, est-ce que c'est pas un oxymore? Alors oui, ça peut être un oxymore, mais ça ne l'est pas. Il s'est trouvé que la finance responsable, elle découlait aussi de ce qui s'était dit à Rio en 92. C'est-à-dire que l'interpellation des entreprises sur leur responsabilité sociale et environnementale allait de pair avec une interpellation des investisseurs et des actionnaires sur ces mêmes entreprises en leur enjoignant de contenir leurs risques et à tout le moins de rendre compte. Donc j'ai travaillé auprès de grands fonds de pension publics américains, ce qui m'a donné ensuite l'idée de créer en France une agence de notation sociale environnementale sur les entreprises cotées en bourse. Donc là, je rentre en France en 97, après plusieurs années aux États-Unis et à San Francisco. J'avais quand même l'impression d'être dans l'avion, la seule qui rentrait en France créer une boîte, alors que tous les jeunes Français partaient aux États-Unis créer une boîte. Mais peut-être que maintenant, les choses se sont inversées, et je constate d'ailleurs, avec beaucoup de bonheur, que l'instinct entrepreneurial des jeunes Français, Françaises, s'est beaucoup aiguisé ces dernières décennies. Et donc, quand je rentre en France, créer mon agence de notation sociale environnementale, je m'aperçois, j'ai la conviction, l'intime conviction, qu'on ne peut plus évaluer les entreprises uniquement sur du court terme et sur des sujets strictement financiers, qui ont plutôt tendance à regarder dans le rétroviseur, et qu'il faut absolument ouvrir cette évaluation à des sujets extra-financiers. Donc c'est peut-être des mots que vous allez entendre, et c'est ces fameux critères ESG, environnement, social, gouvernance. Et peut-être que le plus important des 3, ça vous surprendra, c'est peut-être le G, gouvernance. Parce qu'à partir du moment où ces sujets sociaux environnementaux rentrent dans la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire dans ses organes de direction et dans ses organes de contrôle, il y a beaucoup plus de chances qu'une politique de responsabilité sociale devienne stratégique que si le G est simplement, on va dire, une forme de formalité. Je ne suis pas très heureux, forme de formalité, mais si les instances de gouvernance de l'entreprise n'ont que faire des sujets de responsabilité sociale, à mon avis, vous pouvez aller à la piscine, il ne se passera rien dans cette entreprise. Donc ne pas oublier aussi d'interpeller les directions, les actionnaires, les assemblées générales, j'y viendrai. Enfin, juste pour terminer donc, avec cette aventure d'agence de notation extra-financière, ça a été une aventure formidable, très structurante pour moi,
il n'y avait strictement rien. Quand je dis qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de poste de développement durable dans les entreprises. Il n'y avait même pas de poste de direction de responsabilité sociale dans l'entreprise. Il n'y avait même pas de reporting. C'est-à-dire que les entreprises, donc c'est pas si lointain que ça, on est en 97, 98, 99, on est à la fin de la décennie 90, eh bien, il n'y avait aucune donnée sur la façon dont les entreprises géraient les questions sociales et environnementales. Donc si vous étiez un investisseur, vous n'aviez aucun moyen de savoir si l'entreprise dans laquelle vous allez mettre votre argent était une bombe à retardement social ou une poubelle environnementale. Alors j'utilise des mots un peu forts. Ouais. Et vous n'aviez non plus pas la possibilité de savoir quels étaient réellement les contre-pouvoirs dans les organes de gouvernance sensibles à ces sujets-là. Et en fait, ce qui a réellement réveillé le monde, ça a été le naufrage de l'Exxon Valdez. Le naufrage de l'Exxon Valdez, c'était en 89. Comme son nom l'indique, alors vous ne savez peut-être pas, alors Exxon, vous savez ce que c'est. Valdez, c'est un port en Alaska. C'est le naufrage d'un pétrolier en Alaska. C'est une marée noire qui émeut énormément. Nous, on a eu la Mococadis, on a eu l'Erika sur les côtes bretonnes et vendéennes. Mais l'Exxon Valdez, en 89, il change la structure de l'investissement responsable. C'est peut-être l'acte de naissance de l'investissement responsable, on va dire, citoyen aux États-Unis. Puisque les fonds de pension qui avaient investi dans Exxon, les fonds de pension publics, c'est-à-dire les personnes qui gèrent la retraite des professeurs, des pompiers, etc., interpellent les dirigeants d'Exxon, se rendent compte qu'il n'y a pas de procédure environnementale particulièrement performante, exigeante, et donc commencent à rentrer de très près dans cette interpellation, mais comment vous avez pu ne pas prendre conscience de ce risque ? Et il se crée une coalition à l'échelle des États-Unis, une coalition internationale d'investisseurs conscients, responsables, qui dès lors s'organisent et qui vont systématiquement interpeller les entreprises sur leurs risques sociaux, environnementaux et au-delà. Au-delà, c'était aussi des risques qui étaient beaucoup plus liés à la santé des consommateurs, qui étaient liés à la qualité des produits. Et on voit qu'aux États-Unis, la question de l'investissement responsable, c'est un acte de militantisme engagé au pays où la consommation est reine. Retour en France, on n'est pas du tout dans cette configuration. En France, le rapport d'ailleurs à la bourse, aux entreprises cotées, est un rapport qui est toujours conflictuel, toujours ambigu. Les entreprises n'ont pas forcément bonne réputation. La notion même d'actionnaire, on ne sait pas trop ce que ça veut dire être un actionnaire, donc un actionnaire responsable, on n'en parle même pas. Et on voit que finalement les entreprises françaises, ce ne sont pas les pires du monde, loin s'en faut, mais elles ne sont pas vraiment interpellées par des ONG, par des collectifs de consommateurs, et le législateur ne leur demande pas grand-chose en termes de reporting. Donc je me suis beaucoup mobilisée, parce que j'ai réalisé que j'avais peut-être construit une voiture, au sens j'avais la carrosserie, mais j'avais absolument pas le carburant pour la faire avancer. Donc je me suis beaucoup mobilisée pour la loi NRE 2001, donc on est encore très très loin. Et cette loi NRE 2001, nouvelle réglementation économique, elle a permis l'avènement d'un premier reporting social-environnemental des entreprises. Et qui est un peu l'ancêtre du rapport développement durable que maintenant vous pouvez lire, vous pouvez cliquer sur télécharger. Alors ce rapport de développement durable d'entreprise, de grande entreprise, quand vous les lisez, vous avez l'impression que la planète est sauvée, que le monde est formidable, et bien évidemment, il n'en est rien. Donc on peut se poser la question de ce qui est mis dedans et de l'histoire qui est racontée. Et c'est précisément là-dessus que je voudrais vous ramener. Comment en sommes-nous arrivés là, alors qu'il y a eu ce bel élan en 92, la Convention sur les changements climatiques, il y a eu la Convention aussi contre la désertification, il y a eu la Convention pour la diversité biologique. Et qu'est-ce qu'on a fait en 30 ans? On va le voir. Je vous dis tout de suite que je fais partie de la première génération qui savait, parce que c'est une question que vous allez me poser. Ma génération, c'est-à-dire ceux qui sont dans les 50 ans, on avait tout le loisir, on savait tous. Il suffisait d'être un tout petit peu curieux,
d'être un petit peu intéressé par ces sujets, on avait toute la possibilité d'être informé de ce qui était en train de se passer, de ce fameux changement climatique. Changement climatique qui a été déclaré risque majeur pour l'humanité à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1988. D'accord ? 1988. D'où la Convention changement climatique en 92, d'où le GIEC et d'où les différentes COP qui en ont découlé. Donc ma génération, on était au courant. Peut-être que je vous demanderai un peu plus d'indulgence pour la génération qui me précède. Je pense que ceux qui ont vraiment bénéficié, ceux qui sont nés, les baby-boomers, qui sont nés juste après la guerre, cela ne leur envoyait pas trop. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, ils ont probablement bénéficié d'un moment de l'histoire qui pourra rester comme exceptionnel, en termes d'avantages, en termes d'accès à une qualité de vie, à un confort, à une liberté, à la propriété, à la sécurité, à de la santé. Donc de l'indulgence pour les aînés. Je veux bien que l'on commence à engager la responsabilité de ma génération. Vous avez pu remarquer que le monde est plutôt dirigé par des personnes qui ont ma génération ou un petit peu plus âgées. Donc les personnalités politiques que vous allez élire vont rajeunir. J'imagine que nous allons maintenant réellement pouvoir, dans les prochaines années, mettre ces questions urgemment au cœur des agendas politiques. Il n'y a plus aucune excuse pour ne pas le faire. Je referme la parenthèse, comme ça je pourrai répondre à vos questions tout à l'heure. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Comment en sommes-nous arrivés là, puisque finalement, vous êtes devant moi, vous êtes beaucoup plus jeune, vous avez autour de 20 ans, et je vous parle d'un sujet qui a commencé à émerger il y a à peu près 30 ans. Et j'aimerais bien donc vous inviter à un petit voyage. Alors pour commencer, petit quiz très 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 rapide, ça sera le seul, peut-être pas, enfin le seul. Est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Beaucoup plus de figures masculines que de figures féminines dans le XXe siècle. Mais ça va changer. Alors, est-ce que vous connaissez ? Vous pouvez vous lancer. Alors c'est qui, à votre avis ? Centrale Nantes. Ouais. Ce n'est pas Henry Ford, mais vous êtes dans l'esprit. Vous êtes tout à fait dans l'esprit, mais ce n'est pas Henry Ford. Alors, oui. Oui, c'est qui a créé la Standard Oil. Et qui a créé la Standard Oil ? Qui a dit Rockefeller ? Bravo, bravo monsieur. Vous pouvez l'applaudir. Alors effectivement, il s'agit de John Rockefeller. Alors pourquoi je vous dis que c'est le personnage le plus important du XXe siècle ? Vous êtes quasiment vous n'êtes pas loin avec Henry Ford, Standard Oil, Rockefeller. Tout simplement parce que Rockefeller n'a pas découvert le pétrole. Rockefeller a découvert la façon dont le pétrole allait façonner le monde moderne. Vous savez tous que le pétrole, c'est la glaise du monde matériel. Tout est fait avec du pétrole, absolument tout. C'est pour ça que c'est la reine des énergies. Il a une plasticité infinie. Tout est fait avec le pétrole, absolument tout. Et donc Rockefeller, qui n'était pas un ingénieur, Rockefeller, c'était plutôt un comptable. Et Rockefeller, il a imaginé, il a réellement pensé la modernité à partir de l'accès à cette énergie qui allait couler à profusion et qu'on allait chercher dans tous les coins de la planète pour alimenter les moteurs de l'industrialisation et du paradis de la consommation. Il a absolument une importance fondamentale dans ce qu'est le monde encore aujourd'hui au début du XXIe siècle. Je ne m'étends pas sur M. Rockefeller, un homme puissant qui a une main de fer à
dirigé, une grande partie de l'industrie américaine, en passant par les banques, en passant notamment par les banques, puisque les principales banques finissent par lui appartenir. L'armement, les plus grandes entreprises de chimie, bien sûr, des liens très étroits avec l'automobile et les fournisseurs automobiles. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, on peut considérer que nous avons été propulsés sur un âge d'or. Donc, peut-être que la moitié de l'humanité se lève le matin pour aller produire des biens et des services à l'autre moitié de l'humanité qui dort encore et qui n'en a pas forcément besoin d'ailleurs. Et c'est comme ça que le modèle a tourné. C'est-à-dire qu'on s'est mis à avoir accès à une offre de consommation extraordinaire, très diversifiée. Et bien sûr, grâce à la magie du pétrole, nous avons acquis des super pouvoirs. On peut vraiment considérer que le pétrole a donné à l'humanité des super pouvoirs. Ça nous a réellement permis d'avoir des raccourcis avec l'évolution, puisque nous sommes vraiment devenus maîtres et possesseurs de la nature en très peu de temps. Et ces super pouvoirs, en fait, on fait advenir, je fais très court, un dérèglement climatique. Un dérèglement climatique lié, comme vous le savez, à la concentration excessive du CO2, enfin des gaz à effet de serre, parce qu'il ne s'agit pas que du CO2, dans l'atmosphère. Donc l'homme est devenu une force géologique. C'est quand même pas rien. Ça, pour des super pouvoirs, c'est quand même des sacrés super pouvoirs. Parce que devenir une force géologique en l'espace peut-être, on va dire, d'une centaine d'années, au point d'entraîner un dérèglement climatique, d'un climat qui certes a évolué au fil des temps géologiques, mais dans des périodes beaucoup plus longues. Là, nous voilà propulsés. Nous sommes propulsés dans un climat qui va être tout sauf clément pour l'humanité. Bon, alors, ce que vous voyez là avec les petits bonhommes verts, c'est qu'il faut toujours se moquer de soi. Ça, c'est toujours ce que je me dis pour éviter de tomber dans le sectarisme ou d'être dans une approche un peu idéologique. C'est que l'idéologie, elle est des deux côtés, et les biais sont des deux côtés. Donc on peut avoir des positions extrêmes des deux côtés. Donc n'oublions pas aussi d'avoir un regard critique envers soi-même. Mais le fait est que l'humanité tout entière est confrontée à une question, et cette question, elle arrive précisément, alors elle arrive un peu en 1992 au sommet de la Terre dont je vous ai parlé, mais cette question vraiment où est-ce que cette humanité se dirige, ce besoin de sens auquel nous avons besoin de reconnecter, quel est le sens de cette consommation effrénée? Eh bien, la question, une question philosophique, apparaît peut-être le sommet de la Terre suivant à Johannesburg en 2002. Alors, avant l'oncle de Spiderman, Voltaire l'avait déjà dit. Voilà. Mais je pense même qu'avant Voltaire, et probablement Platon y avait aussi pensé. Mais avec des grands pouvoirs doivent venir de grandes responsabilités. Les grands pouvoirs doivent être assortis de grandes responsabilités. Sinon, c'est un hybris sans boussole, sans garde-fou, sans retenue. Et à partir de là, cette question de la responsabilité, elle devient obsédante. 2002, Johannesburg, un autre président de la République française, Jacques Chirac, vous connaissez cette... Peut-être, non, je ne pense pas que vous connaissez, non. Moi, je peux vous le rappeler. Donc, cette fameuse phrase qui dit « La maison brûle et nous regardons à côté ». Voilà. Notre maison brûle, nous regardons à côté. 2002. Cette phrase-là, vous pouvez encore, à mon avis, la ressortir. Elle fonctionne très bien, notamment au vu de la génération du personnel politique qui est en ce moment en fonction. Eh bien, à ce moment-là, la question de la responsabilité sociale en entreprise, elle est de plus en plus forte. Alors, sachez simplement que, pour ce qui me concerne, si je reviens à mon parcours personnel, je suis toujours en notation, je dirige toujours une agence de notation sociale environnementale. Alors moi, mon problème, c'est que, en quelque sorte, c'est pas que j'ai bien réussi, c'est pas le mot, c'est que
j'ai assez bien travaillé pour donner une idée de reconversion à quelqu'un qui va vouloir ma boîte. Donc je me suis fait déposséder de mon agence de notation. Je n'étais pas l'actionnaire majoritaire parce que j'étais jeune et j'étais fauchée quand je l'ai créée. J'avais une petite trentaine d'années. J'avais des actionnaires de référence qui étaient 2 banques publiques. Et il a été facile de me débarquer. Donc j'ai été débarquée. J'en ai créé une deuxième parce qu'à l'époque, j'avais toujours cette fixette de réconcilier la notation financière de la notation extra-financière. La notation financière, vous ne savez pas forcément ce que c'est, mais la notation financière, elle est très importante parce qu'elle permet justement de, si vous allez mettre de l'argent dans une entreprise et que vous avez le choix entre 100 entreprises, ben vous n'allez pas pouvoir vous coltiner le bilan comptable des 100 entreprises. Donc ces agences de notation sont des intermédiaires qui donnent une information et qui vont vous donner une information sur le degré de fiabilité, le degré de confiance que vous pouvez avoir dans telle entreprise, mais sur des sujets financiers. Est-ce qu'elle est capable de rembourser ses dettes, etc., etc. La notation extra-financière, vous l'avez compris, c'était renseigner le marché sur les risques socio-environnementaux et de gouvernance. C'est très bien, mais on ne va pas pouvoir continuer à vivre avec la notation sociale d'un côté et la notation financière de l'autre. Il fallait absolument réconcilier ces hémisphères. Il fallait ne plus penser finance responsable d'un côté et finance irresponsable de l'autre. On ne pouvait pas avoir des investissements socialement responsables d'un côté et irresponsables de l'autre. Donc il fallait travailler tout de suite sur la réconciliation. Donc c'est ce que j'ai voulu faire dans une deuxième agence de notation que j'ai créée à partir de 2002. Je n'y suis pas parvenue. C'était trop tôt. On va dire que c'était beaucoup trop tôt. Maintenant, on y est. Donc je vous en reparlerai. Maintenant, ça se fait. Mais c'était trop tôt pour moi. Et donc après, je suis partie en entreprise et j'ai occupé des postes de direction de développement durable de grands groupes industriels. Donc j'ai été directrice du développement durable d'Eiffage, puis de Veolia Environnement. Ce qui m'a permis, entre parenthèses, de beaucoup mieux comprendre les entreprises parce que je m'étais quand même permis de les noter sans savoir ce qu'était une entreprise. Ce qui était quand même pas forcément... c'est pas forcément avoir mis la charrue avant les bœufs, comme on dit. Mais j'ai découvert que l'entreprise est un milieu infiniment complexe, très complexe, et qu'il est par conséquent très difficile de mettre en place une politique de développement durable, même quand on a les meilleures intentions du monde. Et je vous explique pourquoi, mais vous l'avez probablement compris, puisque de toutes les façons, la grande entreprise, grande ou petite, elle est quand même, quoi qu'on en dise, toujours pilotée par des indicateurs financiers dominés par le court terme, et que chaque fois qu'on introduit une dose de développement durable dans les éléments de stratégie, on introduit de la volatilité, de l'instabilité, de l'insécurité. Est-ce que le marché va suivre? Est-ce que les consommateurs vont suivre? Est-ce que les investisseurs vont suivre? Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, cette grande responsabilité sociale, qui aurait pu être tout de suite positionnée à un niveau stratégique, eh bien, c'est devenu ce qu'on appelle une démarche de conformité. On a rempli des questionnaires. On a rempli des questionnaires de plus en plus longs. Les entreprises ont associé responsabilité sociale à un exercice de reporting et de conformité qui, de mon point de vue, est devenu aussi roboratif que vain. C'est pour ça que quand vous lisez les rapports de développement durable, vous avez une impression d'imposture ou de langue de bois, ou c'est du greenwashing ou du social washing. Vous n'avez pas forcément tort, mais ayant traversé le miroir, j'en appelle à votre indulgence. Il y a en entreprise des gens formidables qui se battent pour ces idées et qui se battent au quotidien et qui sont doués, qui sont tenaces, qui sont sincères, qui sont engagés. Mais il faut aussi comprendre que l'inertie du système est telle que s'il n'y a pas réellement un positionnement de ces sujets-là au cœur du réacteur de l'entreprise, c'est-à-dire dans son modèle économique, il ne se passera rien. Je ne devrais pas dire ça parce que c'est filmé, donc ça a probablement laissé des traces, mais je comprends qu'on manque d'enthousiasme à la lecture d'un rapport de développement durable, même si, encore une fois, il faut quand même se féliciter qu'ils existent. Alors voilà l'impression que ça donne 30 ans après, évidemment, que finalement nos générations continuent de façon peut-être insouciante ou peut-être cynique
continue de vivre sur le dos des générations suivantes en laissant une dette qui, à titre personnel, commence à m'empêcher de dormir. J'ai le droit d'utiliser ces dessins puisque c'est un événement qu'on a organisé avec mon entreprise où on a fait intervenir Xavier Gors qui a croqué. On avait réalisé une AG du futur, justement une assemblée générale d'entreprise où les actionnaires devenaient responsables et s'engageaient pour une transformation des modèles économiques. Donc, ces petits dessins étaient faits pour relater le fil narratif de cette AG du futur. Donc, nous voilà toujours à nous gratter la tête, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'un autre monde est possible ? Est-ce qu'un autre monde est possible ? Est-ce qu'il y a autre chose que cette trajectoire qui nous entraîne vers un mur climatique ? Est-ce qu'il y a autre chose comme trajectoire que cette croissance que l'on pense toujours infinie, cette consommation qui finalement reste toujours très dominante ? On est toujours dans un modèle qui vous interpelle à tous les coins de rue, que vous preniez le bus, le métro, que vous soyez sur les réseaux sociaux, que vous regardiez votre ordinateur. On va vous demander un peu de temps d'attention pour vous diriger vers tel ou tel site qui va vous promettre telle ou telle chose. Donc finalement, on est toujours dans une forme d'attention et de surenchère dans la façon dont on va mieux vous vendre quelque chose dont vous n'aurez pas forcément besoin. Et donc, on est toujours dans la compulsion et toujours, finalement, dans ce bon vieux modèle économique qui a démarré avec les 30 Glorieuses, mais probablement présenté sous d'autres habits. Alors, est-ce qu'un autre monde est possible ? C'est une vraie question et c'est une question qui est très, très importante et très grave et très lourde. Notamment, moi, j'échange beaucoup avec des étudiants, avec des plus jeunes, et pas que dans le réseau des écoles centrales d'ailleurs. Et j'ai eu récemment l'occasion d'être interpellée par une étudiante l'an dernier qui était à l'EDEC, qui m'a demandé de lui donner des noms d'entreprises qui n'étaient pas terribles. C'était un petit peu balance ton entreprise. Et je comprends très bien que vous n'ayez aucune envie d'aller travailler dans une entreprise dans laquelle vous vous sentirez peut-être juste un rouage, pas inutile, mais un rouage anonyme. Vous ne vous sentirez pas à l'aise avec les valeurs, vous ne vous sentirez pas à l'aise avec sa mission, son secteur d'activité, vous ne vous sentirez pas à l'aise avec sa stratégie, et vous serez tout à fait en droit, d'ailleurs, de regarder ailleurs et de rechercher un projet professionnel beaucoup plus en résonance avec votre engagement. Encore une fois, souvenez-vous de ce que je viens de vous dire sur la RSE, le développement durable. Il n'y a pas de... Alors si, il y en a quelques-unes, on va y venir, mais vous les connaissez parce que votre génération, elle a ça d'extraordinaire, c'est que vous êtes tous et toutes des détecteurs d'imposture. C'est même un problème. Et d'ailleurs, il faut que vous sachiez que vous donnez des sueurs froides au DRH, au directeur de ressources humaines. Parce qu'ils savent que votre génération sera une génération beaucoup plus implacable sur la question des valeurs, sur les mensonges, sur l'engagement. Donc, c'est peut-être compliqué pour vous de penser qu'entre le noir et le blanc, il y a des zones de gris, et c'est à vous de forger votre opinion. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui n'ont aucune valeur, qui sont des entreprises cyniques et mercenaires. Il y a des entreprises qui sont peut-être dans des secteurs d'activité qui doivent transiter, qui font de leur mieux. Et puis, on va dire, il y a une grande masse qui fait juste ce qu'elle peut. Donc, penser à un autre monde, du point de vue de l'entreprise, c'est compliqué. Du point de vue politique, c'est compliqué. On voit bien que plus nous nous élevons dans un confort et dans une forme même d'acquisition de connaissances, plus nous voyons que nous sommes tous liés et plus nous gagnons, on va dire, en facilité, plus nous sommes vulnérables. Difficile de penser à un autre monde dans ces conditions. Et pour autant,
il est impératif, de mon point de vue, de se projeter. Parce que si on est uniquement confronté, matin et soir, à ce pessimisme ambiant, à ce désespoir, à cette idée selon laquelle les jeux sont faits, qu'on ne pourra probablement rien changer à la trajectoire, je pense qu'il y a deux attitudes possibles. On peut d'ailleurs opter entre deux pensées magiques. Il y a une première pensée magique qui offre un visage tout à fait sympathique, qui est, on va dire, et dans ma bouche, c'est pas du tout péjoratif, c'est la décroissance va nous sauver. La décroissance va nous sauver, moins de biens, plus de liens. On revient dans un esprit qui est un esprit plus de frugalité, de solidarité, et nous allons atterrir en douceur ou pas. Je dis simplement que le chemin de la décroissance, ce chemin de l'altercroissance, le mot décroissance, ça reste un mot tabou. D'ailleurs, si vous l'utilisez, généralement, c'est clivant au possible, entre retourne sur les arbres manger des feuilles, et puis voilà, généralement ça se finit comme ça. Mais la décroissance, c'est un chemin intime. Vous pouvez ici, toutes et tous, décider, en votre âme et confiance et conscience, que vous allez décroître, vous allez faire peut-être un examen de conscience et vous passez de telle ou telle chose qui vous paraissait encore indispensable hier. C'est-à-dire peut-être en termes de mobilité, moins voyager, moins consommer, vous orienter résolument dans l'économie circulaire, dans l'économie de la fonctionnalité, toutes ces choses que vous allez apprendre dans votre école. Pensez low-tech, pensez frugalité, pensez circulaire, donc pensez réparabilité, pensez réutilisation, etc. Les fameux 3 R du recycle, reuse et reduce. Et c'est un chemin que je vous encourage d'emprunter parce qu'il est enthousiasmant. Il est réellement enthousiasmant. Il est enthousiasmant même et surtout en termes de curiosité intellectuelle. Parce que, croyez-moi, quand on passe d'un système linéaire, l'économie linéaire, c'est ressources infinies, je produis, en me souciant uniquement d'optimiser des équations technologiques et économiques relativement triviales, et je produis des déchets infinis. Donc, ressources infinies, déchets infinis. Moi, j'appelle ça une économie paresseuse. C'est pas digne de nous. L'économie circulaire, là, vraiment, on a besoin d'activer tous nos neurones. C'est pas uniquement de la technologie, c'est aussi des boucles de solidarité. C'est de la confiance. Donc, ça fait appel à toutes les facettes de notre intelligence et de nos émotions. Et ça, c'est un sacré défi. Et c'est autre chose que l'économie paresseuse dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Donc, cette voie-là est possible, mais à condition réellement d'y aller à grande échelle. Et surtout, comment fait-on pour embarquer tous les habitants de la planète? Est-ce que vous imaginez un programme de décroissance dans une économie où les liens d'interdépendance sont aussi inextricablement liés? Nous avons besoin de rembourser des prêts, les retraites doivent être versées. Nous ne pouvons pas arrêter les chaînes de production du jour au lendemain. Les intérêts politiques sont très liés aux intérêts économiques. Donc vous voyez bien que l'équation, quand on dépasse peut-être un esprit de communauté à l'échelle d'un territoire, l'équation devient vraiment complexe. Alors il y a une autre pensée magique. Il y a une autre pensée magique aussi qui est très répandue. Et cette pensée magique, c'est la technologie va nous sauver. Alors, cette pensée magique, elle est beaucoup plus naturelle. Peut-être qu'elle est pour vous, mais de quelle technologie parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une technologie très intensive en ressources, en énergie? Est-ce qu'on parle d'une technologie qui ne pourra être accessible que pour les happy few? Est-ce qu'on parle d'une technologie qui va modifier le vivant et artificialiser le vivant? De quelle technologie parle-t-on et de quel projet parle-t-on? Et est-ce que, dans ces conditions,
est-ce que nous avons encore ensemble une communauté de destin ou pas? Parce que c'est la question à laquelle il faut répondre. Si nous décidons que nous n'avons aucune communauté de destin entre tous les membres de la planète, alors effectivement, cette pensée magique-là va pouvoir tracer et trouver sa route. Donc, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas envoyer une Tesla avec SpaceX. En plus, il y avait David Bowie, donc c'était peut-être c'était sympa. Un vieux chanteur qui est mort depuis longtemps. Mais la question maintenant est la question de l'utilité. C'est appel à la mobilisation générale. Donc, nous sommes dans une situation inédite où nous recherchons de nouveaux modèles économiques désespérément. Quand je dis désespérément, je sais de quoi je parle. Il faut changer de trajectoire. Il faut repenser complètement le cœur de la machine de production et de consommation pour avoir une chance de ne pas dépasser les 2 voire 3 degrés qui nous sont déjà promis. Donc, nous devons jeter toutes nos forces, nos intelligences, notre courage dans la bataille, avec une force d'inertie qui est très forte et avec une mémoire de forme qui est héritée de plus de 100 ans de pensée scientifique, de pensée économique, de pensée technologique et d'habitude de consommation. Et donc, si vous me permettez, je voudrais insister sur ce petit mot que vous voyez, responsabilité sociale versus utilité. Parce que je fais le pari que ce sujet-là va être le sujet au cœur de nos débats dans les 10 prochaines années. Qu'est-ce qu'une entreprise utile? Et qu'est-ce qu'une entreprise responsable? Alors je vais faire court. J'espère que vous allez me suivre. On peut être une entreprise responsable sans être le moins du monde utile à la planète et à l'humanité. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui? Dites-le si vous ne m'avez pas suivi, comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez adopter tous les codes de la responsabilité sociale environnementale sans qu'in fine, ce que vous faites au quotidien, produit ou service, ne représente la moindre utilité pour la planète et pour l'humanité confrontée à ces enjeux. Alors, ce qui est compliqué dans le concept d'utilité, c'est que c'est un concept philosophique. Ce qui est utile pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Ce qui est utile pour moi ici à Nantes, pas forcément utile à l'autre bout de la planète et réciproquement. Vous voyez pourquoi c'est compliqué d'aller plus en avant sur ce sujet. Et pourtant, il le faudra. Alors, je vais me dévoiler un petit peu et je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas s'il y a des grands explorateurs parmi vous, des grandes exploratrices, mais si vous êtes allé au sanctuaire de l'Annapurna, si vous avez traversé le désert du Kalahari, si vous êtes allé dans le Larzac, si vous êtes allé n'importe où, à Death Valley, au fin fond de la Mongolie, eh bien, il y a de grandes chances pour qu'une boisson sucrée pétillante soit arrivée avant vous, avec ses grands parasols et ses buvettes. Et donc, je me dis qu'une marque de soda sucré qui est reine du marketing, qui règne en maître sur la planète, il est impossible de ne pas en trouver cette formidable boisson sucrée à 500 mètres, tous les 500 mètres, n'importe où sur la planète. Je me dis que si cette entreprise voulait réellement devenir utile, mais elle aurait un boulevard tant sa marque est puissante. Utile en termes... se poser la question de, d'abord, ce que j'apporte à une utilité pour l'humanité et la santé, mais dans tout ce qui relève de l'économie circulaire, le recyclage, l'éco-conception, est-ce que je ne peux pas mettre le paquet sur l'éco-conception pour résoudre cette question infinie du plastique? Donc vous voyez bien que toutes les marques peuvent pousser les feux sur cette réflexion. On peut pousser les feux d'utilité. Après, c'est une question de valeur, c'est une question est-ce que les actionnaires et le marché vous suivent? C'est une question aussi du consommateur. Est-ce que les consommateurs vont s'y retrouver? Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez faire une pâte à tartiner sucrée
en ayant signé toutes les chartes pour avoir de l'huile de palme responsable. Mais si vous continuez à vendre des tonnes de pâte à tartiner sucrée, pour montrer que j'ai une autre fixette, que j'ai pas... Si vous continuez à vendre cette pâte à tartiner sucrée avec le même marketing compulsif à des générations et des générations d'enfants et d'adolescents et d'adultes, vous pouvez avoir signé toutes les chartes relatives à de l'huile de palme responsable, la forêt va disparaître. On va être dans une monoculture, on va perdre en biodiversité biologique. Le monde sera certainement moins beau, surtout on aura perdu une richesse extraordinaire dans toute cette mémoire et dans tous ces trésors que représente encore la nature. Donc, se poser la question de l'utilité, même si c'est un concept philosophique, c'est une question qui est centrale. Et vous devez vous la poser, et vous vous la poserez probablement. Donc il faut dépasser la responsabilité sociale qui a eu, et j'en viens, et c'est ma famille, qui a été très utile pour servir de garde-fou, pour éduquer, pour contenir, mais de toute évidence, la responsabilité sociale des entreprises n'a pas pu contenir les fractures béantes écologiques, sociales qui sont devant nous. Donc il faut aller plus loin et questionner en profondeur nos modèles économiques. Dans ce combat, je peux vous dire que ceux qui prônent cette vision ne partent pas complètement à égalité avec tous ceux qui vivent de la rente de ces modèles économiques. Et c'est bien, moi, ce qui me taraude, c'est de me dire, mais cet appel à la mobilisation générale devrait justement effacer ces frontières. Et pourtant, non. Ceux qui tiennent la rente ont l'intention de la tenir encore longtemps, et cette responsabilité sociale va peut-être tenir lieu de marchandage. Alors, je vais céder un peu là-dessus, mais je vais tenir l'essentiel. Non, il faut aller à l'essentiel. Désolée, j'étais un petit peu longue là-dessus, mais ça me tient vraiment à cœur. Ce qui m'amène à la question de l'entreprise et du bien commun. Est-ce que l'entreprise peut être une force de transformation de la société? La réponse est oui, absolument oui. L'entreprise est un lieu très important, un lieu de sociabilisation, un lieu de sociabilité. Le travail vous donne un statut, le travail vous rend heureux, croyez-moi. Le travail vous permet de vous réaliser. Donc il n'est absolument pas question ici de dénigrer l'entreprise et l'entrepreneuriat, bien au contraire. Ce qui est important maintenant est de savoir comment est-ce que l'on passe du dark business. J'aime beaucoup la guerre des étoiles, donc ça m'a un peu inspiré. Comment est-ce qu'on passe du dark business à vraiment ce que j'appelle l'entreprise pour le bien commun? Et comment on la reconnaît, celle-là? Et comment elle transite? C'est tout le sujet qui maintenant, c'est toute la prochaine frontière plutôt, qui reste à explorer concernant à la fois les modèles économiques, mais les modèles de gouvernance de l'entreprise. C'est ce que je vous disais au début de mon introduction. C'est que pour qu'une entreprise se mette au service du bien commun, encore faut-il que ses actionnaires, ses associés, ses dirigeants en soient eux-mêmes convaincus. Vous connaissez Patagonia? Un peu? Que ceux qui connaissent lèvent la main, comme ça me permettra de... D'accord. Donc Patagonia, c'est une entreprise de vêtements de plein air, de montagne, qui a été créée par un homme qui a maintenant 84 ans, qui s'appelle Yvon Chouinard, donc c'est un Québécois californien. Et lui, dès le départ, il était pétri de valeurs environnementales. D'ailleurs, c'est un alpiniste. Au départ, c'est un surfeur et un alpiniste. Et il est arrivé à cette conclusion très vite qu'il fallait protéger l'environnement et les plus beaux endroits du monde pour que toutes les générations et les générations futures aient le plaisir de s'y épanouir. Et quand il a créé son entreprise Patagonia, il a été un des premiers à adopter un marketing qui était à contre-pied. En gros, il disait « N'achetez pas cette veste, vous l'achetez que si vraiment vous en avez besoin, et on va tout faire pour que vous la gardiez le plus longtemps possible. Et on va vous la réparer. Et même si vous nous amenez une veste qui n'est pas une veste Patagonia, on va quand même vous la réparer. Donc achetez en conscience, ne surconsommez pas. »
Et Patagonia, ça a été le premier à inventer le 1% pour la planète. Donc 1% du chiffre d'affaires est donné à des organisations environnementales. Et Patagonia a été le premier à fermer ses sites internet et ses boutiques le jour du Black Friday. Vous connaissez le Black Friday? Donc le jour du Black Friday, qui est une grande orgie de consommation absolument délectable, Patagonia ferme ses boutiques et son site. Alors vous allez me dire, c'est des as du marketing. Oui, ce sont des as du marketing, mais c'est un marketing engagé. Ils ne veulent pas devenir la plus grande entreprise du monde. L'actionnaire, c'est la famille d'Yvon Chouinard, donc il est parfaitement droit dans ses bottes. C'est une petite entreprise, 1 milliard à peine de chiffre d'affaires, aucune intention d'aller plus loin. Question qui se pose, c'est exactement la même question que celle que je vous ai posée tout à l'heure sur est-ce qu'il est possible avec la décroissance d'écrire un nouveau récit? Est-ce qu'il est possible avec ces entreprises d'écrire un nouveau récit, sachant qu'elles sont quand même peu nombreuses, très liées à l'histoire personnelle d'une femme ou d'un homme, et finalement avec peu de moyens. Cela étant, il y a un signe intéressant, c'est que le droit est venu au secours de ces entreprises. C'est-à-dire que maintenant, en droit, il est possible, dans les statuts, d'écrire une mission sociale environnementale et de la rendre opposable. Alors, ça peut peut-être pas grand-chose pour vous et c'est peut-être un peu loin de vos bases. Mais simplement, il faut que vous sachiez que ce que je vous souhaite, si vous créez une entreprise, peut-être qu'elle va être c'est une entreprise qui va se développer, mais comme vous êtes centralien de Nantes, vous avez des valeurs fortes, ou en tous les cas, vous allez en avoir en sortant, et vous allez tenir à certaines choses. Mais ce sera difficile de résister à un gros chèque. Si quelqu'un vous fait une proposition très avantageuse, mais vous n'êtes pas sûr que l'esprit même de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise vont pouvoir résister, ben finalement, vous êtes aussi un petit peu démuni juridiquement. Vous ne pouvez pas faire valoir que vous êtes une entreprise à mission. C'est-à-dire qu'une entreprise qui, au-delà de la sphère marchande et du profit, qui est bien sûr tout à fait indispensable, vous allez poursuivre une autre mission qui peut être scientifique, culturelle, sociale, environnementale. Maintenant, le droit vient au secours de ces entrepreneurs en leur donnant en quelque sorte dans la négociation une forme d'avantage. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, vous avez ces entrepreneurs qui sont des entrepreneurs engagés, qui croient au marché, qui croient au profit, et qui croient aussi qu'il est impératif d'ajouter au profit, d'élargir, de rendre le profit finalement un moyen au service d'une cause. Gardez ça en tête, peut-être que vous le verrez au cours de votre vie professionnelle, mais sachez simplement que Patagonia a attaqué en justice le gouvernement fédéral américain au nom de sa mission est environnementale. Patagonia, l'an dernier, a attaqué en justice Donald Trump, en fait l'État fédéral, pour violation de la réglementation en faveur de la protection des parcs environnementaux, puisque l'administration fédérale de Donald Trump avait autorisé le forage pétrolier dans un des parcs nationaux. Et donc, Patagonia, c'est eux qui nous l'ont expliqué, se sont retrouvés le lendemain, ils se sont dit, au titre de notre mission, on attaque l'État fédéral. On attaque l'État fédéral. Donc quand vous voyez une chose importante, c'est que quand le politique reflue, quand le politique n'est plus à même d'assurer des missions d'intérêt général, peut-être que l'entreprise est en train de devenir un acteur politique. Gardez ça dans un coin de votre tête. On va peut-être arrêter là pour l'instant. Alors, ça c'est business as usual, c'est le milieu. C'est finalement, je veux bien donner une mission à mon entreprise, mais il ne faut pas non plus tout bouleverser. Et je dirais que c'est probablement dans le cadre de la négociation d'une loi qui s'appelle la loi Pacte, qui a été votée en mai dernier, je dirais que ça illustre assez bien la position du MEDEF. Voilà. Le MEDEF étant un syndicat de patrons français. Et même si j'ai eu l'occasion d'en débattre beaucoup avec eux, il y a une forme de réticence à pousser la logique plus loin. Maintenant, je vais aller vite et je vais vous demander, est-ce que, à votre avis, le droit international peut faire quelque chose aussi dans cette transition écologique,
écologique, je dis le mot pas uniquement énergétique, écologique au sens large, pense que le droit peut quelque chose, et si on couple le droit international avec la finance, on a réellement là des leviers qui permettront probablement d'accélérer cette transition. Et je reviens donc sur mon sujet de la finance responsable. Imaginez que des masses d'argent commencent réellement à investir dans des projets, dans des modèles économiques dont je viens de vous parler. Imaginez que des masses d'argent conséquentes se mobilisent pour la rénovation énergétique, se mobilisent pour le stockage de l'énergie, se mobilisent pour toutes les technologies qui restent à découvrir, qui vont nous permettre de réenchanter la Terre. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter en termes d'effet de levier? C'est considérable. Vous seriez surpris de voir que les sommes dédiées à l'investissement socialement responsable restent encore relativement faibles. Mais vous serez surpris aussi d'entendre que des générations d'investisseurs et de financiers se mobilisent pour donner un autre visage et d'autres pratiques à la finance. Ça, c'est de mon point de vue une des plus grandes sources d'espoir, que la finance transite et investisse massivement, réponde à cet appel de mobilisation générale. C'est peut-être un petit peu trop tard, mais je pense que dans ce combat, tout ce qu'on pourra gagner, il faudra le prendre. Et je vous invite à observer de près les mouvements citoyens qui se cristallisent au moment des COP, ces fameuses COP. Vous avez vu qu'il y a eu une pression très forte des opinions publiques, des ONG, sur les banques, de façon à ce qu'elles se désinvestissent des actifs fossiles, ce qui nous ramène à Rockefeller. Il y a eu des mouvements citoyens, vous, moi, qui ont vraiment fait pression et qui ont pratiqué ce qu'on appelle aussi le name and shame, en publiant la liste des banques qui étaient encore lourdement investies, par exemple, dans le charbon. Alors, on voit bien que là, il y a un couplage entre le droit, je vais y venir, entre la finance et entre les opinions publiques. Et que si on arrive à cranter et à entraîner la roue, il se peut là qu'il y ait quelque chose qui, couplé avec de la déconsommation ou de la consommation responsable et qualitative, puisse commencer à faire douter les dirigeants et les plus grandes entreprises. Dans cette perspective, il ne s'agit pas uniquement de se débarrasser des actifs fossiles, de vendre ses participations dans les centrales thermiques. Encore faut-il que personne ne les rachète de l'autre côté. Et on est encore dans ce mouvement-là, si vous voulez. C'est-à-dire que les grandes banques commencent à céder leurs actifs dans des centrales, par exemple à charbon, mais en loose day, il y en a d'autres qui les rachètent, parce qu'ils savent qu'on a encore besoin du thermique pour assurer la base de la production d'énergie. Et on est encore dans cet entre-deux. Donc il faudrait aller plus loin, plus vite, pour se débarrasser réellement des énergies fossiles, dans des conditions qui permettent quand même à cette transition d'assurer un minimum de cohérence et de solidarité. Voilà, donc ça c'était, oui, ça va sans dire, un peu de respiration. Et alors, est-ce que vous le connaissez? Vous savez qui c'est? On va arriver à la fin. Alors, normalement, les plus jeunes devraient savoir, les plus anciens, moi. Alors, qui c'est? Je vous écoute? C'est Tyrion Lannister. Arnaud, est-ce que vous savez qui est Tyrion Lannister? Donc, vous avouez tout de suite, vous ne le savez pas. Bon, alors... Vous savez pourquoi je vous montre cette photo de Tyrion Lannister? Parce qu'en fait, dans une scène, à mon avis, c'est dans l'épisode 3, quelque chose comme ça, il y a... pardon, l'épisode 3. La saison 3. Alors, je ne sais pas quel épisode de la saison 3, parce que ma science est très récente. Vous avez un dialogue entre Lord Varys et Tyrion Lannister au moment du siège de Port-Réal, juste avant. Et Tyrion Lannister demande à Lord Varys, est-ce que vous savez qu'est-ce qui caractérise le pouvoir? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir finalement? Est-ce que le pouvoir, donc le pouvoir de faire, le pouvoir de vaincre,
le pouvoir de déplacer des foules, le pouvoir de croire en un autre destin. Est-ce que ça dépend de la force? C'est une question de force, de rapport de force. Donc, l'armée, celui qui a la plus grande armée. Est-ce que c'est une question d'argent? Finalement, c'est celui qui est le plus riche, et le pouvoir va là où il y a le plus d'argent. Ou est-ce que c'est l'amour de la nation? Et est-ce que ce sont finalement les valeurs qui nous lient ou l'identité commune que l'on partage? Donc, qu'est-ce qui caractérise le pouvoir finalement? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est le marché? Alors, le marché? Est-ce que ce sont les valeurs, l'identité? Et finalement, il y a justement Tyrion Lannister qui dit, mais c'est aucune de ces trois choses-là. Le pouvoir de faire, pouvoir de transformer, de changer le monde de façon à ce que tout le monde se lève et défende une cause commune, c'est une histoire, c'est une belle histoire à raconter. Donc il faut qu'on soit capable, au-delà du danger qui est à nos pieds, à nos portes, il faut qu'on soit capable de raconter une histoire dans laquelle chacun va se reconnaître et trouver sa place pour que les choses réellement se mettent en mouvement. Donc ce n'est pas une question de force, ni d'argent, ni de valeur. C'est réellement une question de se projeter, d'écrire la suite, de partager une narration commune et surtout de l'écrire. Il n'est pas faux d'ailleurs que le temps appartient aux conteurs. Ceux qui vous racontent des belles histoires, vous avez plutôt envie de les suivre. Peut-être que ça nous rappelle des temps très anciens où on était assis sous l'arbre à palabres et on écoutait ceux qui nous racontaient des histoires. Mais nous avons sérieusement besoin d'une sacrée belle histoire dans laquelle nous projeter au-delà du mur que nous prendrons de toutes les façons. Je pense qu'il est vain d'imaginer que nous allons pouvoir revenir à un monde tel qu'il était il y a 50 ans. Vous avez fait la fresque du climat. Vous savez donc qu'il y a une inertie terrible dans la machine climatique, qu'il y aura un nouvel équilibre climatique sur Terre dans plusieurs centaines d'années, avec ou sans nous, ou nous différemment. Mais il y a de toutes les façons aujourd'hui à présent une histoire à inventer. Et plus nous serons capables d'imaginer et de nous projeter dans la suite, plus nous serons capables de faire, d'être aux manettes, de ne pas sombrer dans le pessimisme. Et s'il y a une phrase que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il est trop tard pour être pessimiste. Il est bien trop tard. Le pessimisme, c'est presque une posture intellectuelle, mais stérile. Il faut construire la suite, il faut se projeter dans l'histoire, il faut inventer l'histoire. Donc je vous laisse avec 2 questions. Vous avez 4 heures, 8 heures, 4 heures par question. Est-ce que le capitalisme, à l'exception d'un autre système dont je ne vois pas comment il pourrait advenir dans les délais qui nous sont impartis pour trouver une histoire, est-ce qu'il peut sauver la planète? J'ai essayé avec vous de partager quelques pistes. Et deuxième question, est-ce que l'écologie peut sauver le capitalisme? Avec tous les risques que ça comporte, puisque l'écologie peut sauver le capitalisme, ça peut nous entraîner dans un monde artificiel où toute la technologie va se mettre au service de cette artificialisation du vivant, ou ça peut nous mettre au contraire dans un monde plus frugal, plus de solidarité, plus d'inventivité. Donc ces questions, vous allez les croiser au cours de vos années ici à Centrale Nantes. C'est peut-être un petit peu loin de votre formation d'ingénieur, mais j'aimerais aussi citer Karl Marx, qui disait finalement que la technologie était bien plus forte et beaucoup plus forte que les technostructures juridiques ou économiques. Donc, je suis dans une école d'ingénieurs. Soyez des ingénieurs ingénieux. Je suis toujours frappée de voir qu'on pense à des découvertes technologiques absolument ahurissantes qui n'apportent pas vraiment d'utilité au bien-être de la planète
et de l'humanité. Et je me dis qu'il y a quand même un enjeu extraordinairement motivant qui est ici devant nous, qui est tout simplement de réhabiter la Terre. C'est-à-dire de prendre en compte les contraintes qui nous sont données, ce sont des données, nous devons faire avec. Et ces contraintes sont probablement, de mon point de vue, une source d'inventivité sans limite. Donc je veux bien qu'on aille sur Mars, et je n'ai rien contre le fait d'aller sur Mars, mais je me dis qu'on a énormément de choses à faire ici sur Terre pour rendre cette planète encore vivable et désirable. Donc, nous avons besoin d'ingénieurs ingénieux. Oui, ça vient. Summer is coming. Et ça va être un long été pas forcément agréable dans certains coins de la planète. Donc, il faut vous préparer à ce long été qui est en train d'arriver. Et je terminerai en disant, c'est pour vous. Ça va être finger in the nose. Vous allez sauver le monde, mais le monde n'a pas besoin d'être sauvé. Simplement imaginez un autre monde, un monde peut-être où nous devrons changer fondamentalement nos comportements, nos habitudes, dans ce qu'elles ont de plus quotidien et dans nos comportements, dans ce qu'ils ont de plus collectif. C'est accessible. Et gardez en tête cette petite phrase d'Henri Bergson, qui va vous rappeler ce que je vous ai dit sur l'histoire qui reste à raconter. L'avenir n'est pas ce qui va arriver. C'est ce que nous allons en faire, et ce que nous allons en faire dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, Henri Bergson avait dit une chose plus légère, que le rire était le propre de l'homme. Donc, n'oubliez pas aussi que nous avons plusieurs armes pour affronter ce changement. Et je vous serais bien sûr malvenu de ne pas citer le motto de votre école. Donc, check the future. Et surtout, dites-vous bien une chose, quand je vous regarde, ma génération, je ne suis pas forcément très fière de ce qu'elle a fait, mais nous avons fait ce que nous avons pu. Mais votre génération est au cœur d'un enjeu de civilisation. Et il n'est pas donné à toutes les générations d'inventer une civilisation. Et je peux vous dire que ça, c'est une sacrée belle histoire. Merci à vous toutes et tous.